Bonjour Patrick Artus. Bonjour. Vous êtes chef économiste de Natixis et vous venez de publier avec Marie-Paul Virard La folie des banques centrales aux éditions Fayard, un livre dans lequel vous décrivez les effets pervers des politiques accommodantes à l'œuvre dans toutes les grandes zones économiques du monde. Alors pour résumer rapidement, vous dites que ces injections de liquidités ont avant tout pour effet de gonfler le prix des actifs et donc à former des bulles plutôt que de dynamiser l'économie réelle. Alors à vous lire, on a vraiment l'impression que ces politiques ont été conçues avant tout pour les marchés. Est-ce qu'il faut y voir un plan de soutien pour une finance qui est en mal de rendement depuis quelques années? Non, pas du tout. Je crois vraiment que l'objectif des banques centrales, c'est vraiment l'économie réelle. Et je crois à l'inverse complet de votre proposition, que les banques centrales s'occupent trop de l'économie réelle et pas assez des marchés. Puisque, au moins officiellement, les banques centrales veulent ramener l'inflation vers 2%. Par ailleurs, probablement, dans certains cas, déprécier le taux de change, aider au redémarrage du crédit, et que faisant cela, elles ont ignoré totalement les effets d'instabilité financière qu'elles créent. Parce que le quantitative easing, aujourd'hui, est quelque chose qui est extrêmement défavorable au marché financier. Les flux de capitaux, évidemment, sont d'autant plus grande taille que la quantité de monnaie qui a été créée est elle-même de grande taille. Vous donnez de la monnaie aux agents économiques et ces agents économiques utilisent cette monnaie, achètent des actifs, puis les revendent. Et ceci crée une volatilité qui a totalement découragé les investisseurs d'aller sur les marchés financiers. Donc je crois qu'au contraire, c'est la concentration sur un pur objectif macroéconomique, dont on peut d'ailleurs discuter la pertinence, qui est de ramener l'inflation à 2%, et l'oubli de l'instabilité financière qui caractérise les politiques des banques centrales. Mais cette formation de bulle, elle peut aussi être au service de l'économie réelle. Si on regarde les précédents cycles, chaque cycle de croissance est accompagné d'une bulle. L'endettement privé avant 2007, les valeurs technologiques entre 95 et 2000. Oui, mais alors la caractéristique d'une bulle, c'est que c'est toujours très sympathique tant que ça n'a pas explosé. Donc quand votre maison valait plus cher avant la crise de 2008, vous étiez extrêmement content. Quand les marchés d'actions valaient trop cher avant la crise de 2000, vous étiez extrêmement content. Et aujourd'hui, comme vous pouvez vous endetter à moins de 2% pour acheter un appartement, vous êtes extrêmement content. Les bulles, c'est très très bien parce que ça pousse l'économie, que ça favorise les emprunteurs au détriment des prêteurs en général, donc ça favorise peut-être la partie la plus dynamique de la population. Le problème des bulles, c'est que ça explose toujours. On ne peut pas imaginer qu'une valorisation anormale d'un actif financier continue jusqu'à la fin des temps. Mais on peut faire de la croissance sans bulle ? Mais alors, évidemment, oui. Le problème, c'est qu'évidemment, il faudrait faire de la croissance sans bulle. Il faudrait faire de la croissance. Vous savez, c'est un débat de long terme parmi les économistes et les banques centrales. Alors, ça porte un nom affreux qui s'appelle « leaning against the wind ». Ça veut dire aller à contresens, quoi. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une autre politique des banques centrales pourrait constituer à éviter qu'il y ait des bulles ou un excès d'endettement pendant les périodes de croissance. Au lieu de faire ce qu'elles font aujourd'hui, qui est de non seulement laisser croître les bulles, mais même favoriser la croissance des bulles, et puis, lorsque les bulles éclatent, brutalement, de faire une politique monétaire encore plus monstrueusement expansionniste, ce qui s'appelle cleaning dans ce beau jargon, pour nettoyer l'effet de l'explosion des bulles. C'est totalement irresponsable, parce que d'abord, on a des crises financières sans arrêt, et ensuite parce que la politique monétaire a un biais continu, puisqu'elle est trop expansionniste quand ça va bien et extraordinairement expansionniste quand ça va mal. Donc évidemment, les banques centrales devraient empêcher l'apparition de bulles. Mais aujourd'hui, on est dans le quantitative easing, on est dans ces politiques accommodantes. Est-ce qu'on peut en sortir sans trop de dégâts ? La réponse est non, mais aujourd'hui, ce que nous avons, c'est essentiellement une bulle sur les obligations, puisque les investisseurs sont devenus méfiants vis-à-vis des bulles immobilières, des bulles sur les actions. Donc on voit qu'on a du mal comme à pousser trop haut les cours boursiers ou les prix de l'immobilier. Donc l'essentiel de la liquidité a été investi dans les obligations, c'est-à-dire qu'on a des taux d'intérêt à long terme qui sont extraordinairement bas, et on a la perception qu'une bulle obligataire, c'est pas grave, que le bulle immobilière, oui, maintenant tout le monde dit ça, une bulle immobilière, c'est dangereux parce qu'il y a les banques qui sont impliquées, mais que la bulle obligataire, c'est sympathique et à nouveau, ça aide à financer l'économie. C'est terrible, cette perception, parce qu'une bulle obligataire, c'est la plus dangereuse de toutes les bulles. Si la bulle obligataire éclate, tous les emprunteurs à taux bas sont immédiatement insolvables, avec des taux d'intérêt plus élevés, et tous les prêteurs qui ont acheté des obligations à taux d'intérêt très bas sont instantanément ruinés. Donc la bulle obligataire est bien pire encore que les autres, mais dans la perception collective, et peut-être même dans la perception des banques centrales, c'est une bulle assez indolore, ce qui est totalement inexact. Alors Patrick Artus, vous dites dans votre livre que l'un des effets pervers du quantitative easing, c'est qu'il prive les banques centrales d'une cartouche en cas de récession, de la dernière cartouche. Alors que faire si cette
récession se produit, est-ce qu'il faut que les liquidités du quantitative easing, pardonnez-moi, aillent directement dans la poche des ménages? Oui, alors d'abord, le problème, c'est que les banques centrales n'osent pas sortir du quantitative easing, précisément pour ne pas faire exploser la bulle obligataire, hein, avec tous les désordres que ceci créerait. Ils sont coincés, vous l'avez dit. Donc on continue à cette politique, alors qui est soit d'alimentation en monnaie, comme en Europe et au Japon, soit simplement de maintien d'une liquidité très abondante, comme aux États-Unis. Mais le problème, c'est que à un certain moment, l'économie ralentit. Aujourd'hui, assez clairement, l'économie américaine est en train de ralentir. Naturellement, la Réserve fédérale, aujourd'hui, elle devrait baisser les taux d'intérêt, puisqu'il faudrait qu'elle soutienne l'économie en fin de cycle. Elle ne peut pas le faire, bien sûr. Donc la question que vous posez, c'est une question intéressante, parce qu'il y a un débat, surtout à gauche, dans les économistes de gauche, sur l'idée de la monnaie pour les peuples, en disant que quand les banques centrales font du quantitative easing, finalement, elles achètent des actifs financiers, elles paient en créant de la monnaie, donc ça reste dans la finance, ça ne va pas dans la poche des individus. Donc la monnaie dans la poche des individus, ça s'appelle hélicoptère monnaie, la monnaie par hélicoptère, donc on jette les billets, donc on vous donne, le monsieur banque centrale sonne chez vous et vous donne des billets. Et donc là, vous avez de l'argent. Le problème, c'est que c'est radicalement incompatible avec la règle de bonne gestion des banques centrales, qui est qu'elles ont des bilans équilibrés. Et que donc, quand elles créent de la monnaie, c'est qu'elles ont mis quelque chose à leur actif. Là, on créerait de la monnaie sans contrepartie à l'actif. Alors, c'est bien sûr théoriquement possible, mais c'est radicalement impensable que ceci soit mis en place. Même si vous appelez un nouveau modèle de banque centrale. Oui, mais ça, c'est quand même une autre idée. C'est un autre objectif pour les banques centrales. Mais le processus consistant à créer de la monnaie sans contrepartie ne sera probablement jamais mis en œuvre en réalité. Eh bien, merci beaucoup, Patrick Artus. La folie des banques centrales aux éditions Fayard. Merci. Merci.